infirmières, ou du moins du professionnel de santé pour prendre en charge les patients. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années que je fais du syndicalisme, on n'a jamais vu l'État ne pas nous entendre, ne pas nous écouter. On va dans des concertations et en fait ils s'en foutent complètement. Voilà. Donc on se demande même pourquoi ils nous invitent, parce qu'ils nous font dépenser de l'argent et c'est tout ce qu'ils font. Voilà. Jusque-là, on a beau produire d'autres modèles. À Convergence Générale, nous avons un modèle de regroupement de professionnels de santé qui respecte les uns et les autres, sans subordination, qui respecte la clientèle des uns et des autres pour s'organiser, parce que visiblement, l'État demande une organisation des professionnels de santé avec une coordination. Et le bas blesse parce que la coordination manque. Et je pense que nous sommes assez responsables pour pouvoir s'organiser tous ensemble pour contrer les HAD, contrer les structures. Nous avons été évincés des maisons de retraite, il y a déjà pas mal d'années, c'était les années 2000, on a été évincés des maisons de retraite et aujourd'hui ils y mettent de l'HAD pour faire des soins. C'est catastrophique, ça coûte un pognon fou. Et nous on est dehors et voilà, et ça se passe comme ça, tranquille. Voilà, donc, dans le mouvement, bien sûr, les infirmières vont y rentrer. On avait déjà fait un bon mouvement l'année dernière, donc en novembre. On avait appelé pas mal d'infirmières sur pas mal de villes pour pouvoir faire des coups. Enfin, c'était quoi maintenant, blocage des ARS, blocage de la préfecture qui a été annulé sur le 16, effectivement. Voilà. Donc, je pense que là, nous allons repartir. On a beaucoup de matière pour faire repartir les infirmières, de toute manière, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Juste pour préciser, parce qu'elle est trop modeste, que Ghislaine Sicre est la présidente du syndicat Convergence. Bonjour à tous, je suis Florent Réal, je suis infirmier libéral moi aussi. Pour rajouter à ce qu'a dit Ghislaine, alors moi je représente un collectif d'infirmiers libéraux sur Cherbourg, et puis on travaille notamment avec d'autres collectifs qui se situent notamment pour Simon qui a eu le soir en Savoie, qui eux ont été attaqués, comme Ghislaine l'a dit, sur les ICA. Alors, tout ce qu'a dit Ghislaine, je la rejoins tout à fait. À savoir que nous, on n'a jamais dit non à l'HAD quand elle est là pour pallier une hospitalisation qui serait coûteuse et pour le confort du patient. Aujourd'hui, l'HAD elle sort complètement de son cadre. On a des patients sortis à domicile avec une prescription de perfusion, l'HAD intervient, ça coûte parfois ce qu'un infirmier libéral pourrait faire. Donc, outre le fait qu'on est endetté là-dessus, qu'on est endetté sur les abus, moi aussi je voudrais vous parler du fameux tiers payant généralisé que Madame Marie nous manque comme une avancée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des cabinets d'infirmiers libéraux n'arrivent plus à se faire payer leurs actes. Alors, c'est pas trop la CPAM qui nous embête sur ce point-là, c'est surtout les grandes multinationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des prétextes totalement fallacieux. On dit, ben non, la prescription n'est pas bonne, vous faites des actes, mais seulement on ne dit pas aussitôt que vous les payer, comme disait Ghislaine, 3 ans après. On vous dit, on vous les paye, et 3 ans après, on dit, on n'arrête pas de vous les payer, on directement, on ne les paye pas. Donc, nous, on a des collègues qui aujourd'hui ont un cabinet infirmier qui n'arrivent même plus à se dégager un salaire. C'est-à-dire que, une fois qu'elles ont payé leurs remplaçants, leur charge, leur SAF, leur carte Pinco, il n'y a plus rien pour se dégager un seul salaire. Donc on ne peut plus dégager de salaire. Nos collègues sont... Moi, j'ai jamais vu la profession autant démotivée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 40% de notre temps est passé à faire de l'administratif, à passer du temps au téléphone, à essayer de joindre des plateformes à 0,12 centimes la minute. C'est impossible de travailler. On fait du boulot des caisses. Enfin, je ne sais pas si c'est le boulot des caisses en fait. On fait simplement du travail pour lequel on n'a pas été formé, qu'on n'a pas choisi. Donc je vais vous parler de ça, qui est vraiment généralisé, qui n'est pas une chose simple et qui est absolument. Et puis c'est surtout aussi, à mon avis, c'est un double tranchant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une notion de gratuité qui est, moi j'ai entendu Madame Humet, ancienne ministre de la Santé, l'autre jour, interviewée sur France Info, qui est journaliste, demandait par exemple le coût de l'HAD, et Madame Humet a répondu mais ça ne coûte rien, elle a répondu aux patients, bien entendu. Mais donner cette notion de gratuité, c'est ce que fait aussi le tiers payant généralisé,
Patrick, pour les journalistes. Alors, bonsoir à tous, je suis Patrick Solera, donc le président de la fédération des syndicats alimentaires libéraux, qui est le premier syndicat alimentiste. Alors ce soir déjà je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux pour vous avez laissé le rugby de côté, le football, c'est déjà bien, vous avez écouté les professions médicales qui sont en danger, les professions comme les opticiens aussi. Je voulais vous dire qu'en tant que représentant du syndicat alimentiste, je suis vraiment très inquiet de l'avenir que nous réserve hélas toutes ces lois qui ont été votées les unes après les autres, comme la loi Leroux, la loi maintenant Touraine, la loi ENI. Donc tout ça fait partie d'un plan assez machiavélique qui tend à envoyer toute profession vers un côté commercial qui, si vous avez suivi un petit peu les médias ces dernières semaines, nous annonce la chance d'avoir un élément légendaire low cost, avec notamment un célèbre centre qui s'appelle Dentexia, qui a quand même détourné plus de 22 millions d'euros auprès de patients qui avaient souscrit des bons de traitement et payés par avance en faisant des crédits. Et ces patients n'ont jamais vu le moindre millimètre ou milligramme de prothèse dentaire. Et donc, ils ont créé un collectif de 2000 patients. Ils sont actuellement donc, devant les procédures civiles et pénales. Et je pense qu'ils ne seront pas indemnisés de sitôt, puisque les dentistes sont dans la nature. Ils ne savent même pas le nom des praticiens qui ont soigné, puisqu'il y a beaucoup de turnover avec des praticiens roumains, espagnols. Enfin, c'est un petit peu une nébuleuse. Et donc, ces patients-là, maintenant dans la nature. Alors, au début, ils ne venaient pas chez nous parce qu'ils pensaient que le tarif de soins était prohibitif. Il faut savoir que les dentistes ont une activité. Je le télécharge en cours. Il y a 40% déjà de téléchargés. Qui sont remboursés au tarif Sécu et vous payez au tarif Sécu. Et sur 30% d'activité, on a une activité de prothèse, d'implantologie, qui est évidemment un peu plus onéreuse pour le patient et dont les remboursements sont inchangés depuis 28 ans pour la prothèse. Et pour les implants, c'est simple, il n'y a pas de remboursement, donc c'est encore plus simple pour la Sécu. Donc, qu'est-ce qui, on va dire, a entraîné cette dérive commerciale? C'est que des acteurs du marché, notamment beaucoup de gens qui ont fait sur le cours HEC, montent des centres dentaires low cost et également des centres d'implantologie low cost. Donc on se retrouve avec cette espèce de concurrence déloyale qui font de la publicité. Alors, je ne parle même pas des règles de l'odontologie, puisque là tout est bafoué de A à Z. Et on se retrouve à attaquer ces gens-là devant un tribunal, avec mon ami Pascal qui est là-haut. Donc on fait des conciliations ordinales avec les praticiens de ces centres qui sont passés à la télé, qui ont vendu leurs produits, leur centre qui est beaucoup moins cher. Et puis à côté, nous avons ce qu'on appelle les réseaux. Donc les réseaux sont une sorte de cancer de la profession, puisque maintenant à chaque devis que nous donnons à nos patients, ce devis est analysé comme pour les opticiens, et le réseau va envoyer un courrier aux patients qui ne demandent rien, ils veulent juste savoir quel est son reste à charge, et on l'avertit qu'il aura beaucoup moins cher chez un tel ou un tel partenaire du réseau. Et ça devient quasi systématique, puisque ces réseaux couvrent à peu près 20 millions de personnes actuellement en France, de patients. Et donc, il n'y a pas un seul devis qui ne passe pas entre les mains d'une plateforme telle Santé Claire, ITIS, Calivia, Carte Blanche, Tertiane, et encore des dizaines. Alors, en tant que petit syndicat à l'époque, on a attaqué Santé Claire, non pas directement, puisque Santé Claire est une société commerciale, donc elle n'est pas soumise aux odontologies. On a attaqué les praticiens devant les conseils ordinaux, devant les champs disciplinaires, pour publicité, compérage et détournement de patients. On estimait que ces praticiens avaient une publicité indirecte qui était faite par Santé Claire. Et donc, à partir de là, on a déposé des plaintes systématiquement contre les confrères qui apparaissaient des courriers dont le patient ne demandait pas forcément l'adresse ou le nom. Comme récompense, on a eu des perquisitions dans le cabinet par l'autorité de la concurrence. Donc, tous mes confrères cadres parisiens à La Réunion sont allés partout. Donc, l'autorité de la concurrence a mandaté des agents de la DGCRF qui sont venus nous perquisitionner dans le cabinet, c'est-à-dire ordinateur, le portable, tout ce qui concernait la façon Claire, pour appel au boycott, c'était la raison, et dénigrement du réseau. C'est-à-dire que nous, politiques syndicalistes, on a expliqué que cette plateforme était commerciale et détournait les patients, que c'était anti-odontologique, et on s'est retrouvé avec des inspecteurs, il y a la police qui a venu accompagner les inspecteurs, et ils nous ont fouillé nos portables jusqu'à nos messages privés, tout a été épluché. Moi, ils ont retiré 4000 pièces chez moi, on va faire 2500, et on va passer dans toute la concurrence dans peu de temps pour avoir justifié pourquoi nous avons critiqué le réseau Santé Claire. J'aime autant vous dire que ça a fait un tel scandale, que c'est ce qui nous a permis, je pense, à devenir syndicat numéro 1 aux élections de l'RPS, parce que comme par hasard,
le nombre de nos adhérents a quadruplé et on s'est retrouvé avec des gens qui nous ont soutenus et qui auparavant ne faisaient pas attention, plus ou moins de loin, à ce qu'on dénonçait. Là, ils ont découvert le vrai danger, qui sont les complémentaires santé et les réseaux de soins. Et donc, on est dans ce combat qu'on va mener jusqu'au bout. Et on ne lâchera pas. On est même là actuellement au Conseil d'État, puisque vous savez que la chambre disciplinaire va après, les gens font appel, et ils vont donc après en cours d'appel national ordinal, et après au Conseil d'État. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on a plus ou moins gagné, c'est-à-dire que certains praticiens ont été condamnés, les praticiens qui avaient attaqué les praticiens sanitaires, donc ont été condamnés pour plainte abusive, 1500 €. Et d'autres, dans d'autres dossiers, on a réussi à gagner, mais uniquement sur le fait que le praticien n'avait pas déclaré son contrat dans les temps à l'ordre. Puisque tout contrat passé avec une société commerciale doit être déclaré à l'ordre. Et donc c'est pour ça qu'on a gagné, mais ce n'est pas sur cet aspect-là qu'on voulait condamner ces praticiens, on voulait condamner pour cette publicité. Le syndicat des femmes ici présent des chiens-dentistes qui nous a soutenus dans ce combat-là mène aussi une action intéressante dans d'autres domaines, notamment sur la démographie, puisqu'on se retrouve avec une démographie assez particulière, puisqu'on a 40% d'inscriptions à l'ordre chaque année avec des dentistes roumains, espagnols et autres. Donc on va se retrouver avec une démographie et une numerus clausus qui va exploser. Non pas parce que le numerus est augmenté, mais parce qu'on a une concurrence des pays européens. Et pas forcément déloyale, une concurrence. Puisque maintenant en médecine, les étudiants partent directement à Madrid ou en Roumanie pour passer, même pas pour passer, pour s'inscrire dans une école privée dentaire. Et donc on se retrouve avec des diplômés européens, avec ce processus de traité de Bologne qui permet à ces diplômés d'exercer en France. Donc on a vraiment pas mal de soucis, je dis de tous les côtés, on est attaqués. Pour finir, la Cour d'appel. La Cour d'appel qui nous a donc divulgué un vrai rapport dans la presse il y a 3 semaines, 1 mois, en disant qu'on était vraiment des voleurs de poulains, puisqu'on facturait des honoraires, pas des honoraires libres, des dépassements. Donc nous on a un dépassement, c'est parce que vu que les tarifs sont tellement bas de remboursement, on ne peut pas dépasser. On a un complément d'honoraires sur les remboursements accordés aux patients. Et donc on a été accusé de tous les maux, qu'on était vraiment des voleurs, vous savez qui écrire. Et donc, quand on était avec mon ami Pascal à la Cour des comptes pour demander des comptes, justement, oui, il nous a répondu la personne qui a fait ce paiement sera condamnée, on va le retrouver et vous verrez. Bon, en fait, c'est que du pipeau. Tout ça pour vous dire que même la Cour des comptes, je pense, c'est plus ou moins de match avec sanitaire et que, bon, on a Marie-Soeur Tourelle, le collectif CISS de notre ami Issan Saoud, et on a tous ces gens-là qui veulent se partager le gâteau du dentaire, parce que dans le dentaire, il y a une activité très rémunératrice qui est la prothèse et les implants. Et nous, on se bat en tant que soignants à faire des soins de premier recours, et on va se retrouver bientôt à faire que des carrés et des tartrages, pendant que des centres dentaires de poste ou autres feront des prothèses à bas coût ou à coût normaux. Donc voilà, donc je vous remercie pour tous ceux qui nous suivent cette année, et je pense notamment aux femmes qui se sont bien mis sur la SPRPS, parce que vous êtes la vôtre. Et voilà, et j'espère qu'on passe une bonne soirée après l'envol, parce que bon, c'est moi qui est réservé, et j'aimerais bien que vous soyez présents avec nous, puisqu'on a une belle soirée qui s'annonce. Merci à tous et On peut informer que notre profession qui est martyrisée par les réseaux, les représentants des opticiens. Bonsoir à tous. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe actuellement avec les réseaux. Donc les opticiens, on a un petit peu les prémices de ce qui vous attend un peu plus tard. Donc bon courage. Alors déjà, pour faire un petit peu le point de comment les réseaux se sont mis en place, le principe est très simple, c'est que le client se retrouve avec un remboursement qu'on appelle différencié, c'est-à-dire qu'ici, il vient chez moi, je suis par exemple le partenaire du mutuel, il n'aura que 150 € de remboursé. Par contre, s'il va chez l'opticien partenaire, il va avoir, en théorie, par exemple, 0 reste à charge, donc tout est pris en charge. Ce qu'il faut, mais après il faudra développer un peu plus plus tard. Donc, voilà ce qui a été mis en place côté client, donc patient pour vous. Et de l'autre côté, côté opticien, on a expliqué que les mutuelles et les réseaux, on dit attention, si vous ne signez pas avec nous, vous allez perdre des clients, puisqu'il y a cette différence de remboursement. Du coup, les opticiens ont décidé de rentrer dans les réseaux. Donc la mise en place dans l'optique des réseaux se fait tout simplement sur la peur, pour le patient de ne pas être bien remboursé, pour l'opticien de perdre des clients. Alors, sans expliquer de manière
complexe le principe des On est réseaux. plusieurs J'ai affiliés, développé, 3 ou 4. on va dire pour moi, J'avais c'était dit disant que je suis tout à opticien, l'heure. l'évolution Et puis des appels Jean-Claude, d'offres donc c'était pour pas rentrer lui, dans les réseaux. il en a 8. Donc là, D'accord. pour moi, la première année où s'est mis en place les réseaux, Mais après, c'était assez simple. Il fallait faire c'est une enregistrement, remise sur les et les montures. gens peuvent continuer à Au regarder. niveau des verres, C'est correct. l'opticien qui fait sa meilleure offre, mais il peut choisir Oui, la marque de verre. je l'entendais là sur l'ordi. Ça a été assez simple et en gros, on pouvait choisir parmi l'ensemble des 30 verriers français qu'on trouve en France. 3 ans après, nouvel appel d'offres. Alors là, déjà, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est toujours à la remise sur la monture, mais au niveau des verres, ils ont imposé le prix des verres. Et là, on parle de 40% de marge en moins. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de marge en moins imposée. Et on a vu commencer à diminuer l'offre de verriers pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Ensuite, ils ont conseillé, mais pas obligé, de mettre en place dans les magasins des systèmes de normes à mettre en place. Là, maintenant, nouvel appel d'offres. Et c'est là où on voit qu'au fur et à mesure, le réseau étrangle le professionnel de santé. Donc on a toujours la remise sur la monture, on a toujours une perte de marge de 40%, voire un peu plus. Pour rentrer dans l'offre, il faut faire une remise supplémentaire sur la marge perdue. Ensuite, les mutuelles ont commencé donc, à nous vendre leur propre monture. C'est ce qu'a fait certaines mutuelles, de nous proposer, de nous imposer pour rentrer dans leur réseau, de vendre leur propre monture. Ce qui veut dire que là, le patient n'a vraiment plus le choix. Là. Bien sûr, ils n'imposent pas. On a juste l'obligation de proposer sur le devis la monture. Pour l'instant, on en est déjà à ce stade-là. On verra encore dans 3 ans à quel stade ils vont aller. Au niveau des verres, on a 30 verriers en France. Ils en ont sélectionné 3. Donc là, l'offre se réduit encore plus pour l'opticien, mais surtout pour le patient. Mais parmi les 3, il faut que nous, on en choisisse un. Ça fait trop. Donc on se retrouve maintenant avec un quotidien, on n'a plus qu'un verrier. Et comme on nous impose des tarifs, en gros, il ne reste plus qu'un verre, mais on est presque à ça. Ensuite, donc ça, on voit déjà, au fur et à mesure, l'offre qui réduit, les prix qui réduisent, les marges qui réduisent. Et ils ont décidé de mettre en place des choses obligatoires dans les magasins, comme la prise de mesure électronique. Coût pour l'opticien, en moyenne 4 000 € pour son premier prix. Mise en place d'essayages, des lunettes virtuelles en ligne. Ça ne sert à rien, mais c'est obligatoire. Coût pour l'opticien, 1 200 € en moyenne à l'année. Achat des montures obligatoire, sinon on ne rentre pas dans le réseau. Coût pour l'opticien, à peu près 1 700 €. Donc voilà ce qu'il faut pour rentrer dans les réseaux. Et si vous êtes tous tentés dans chaque profession d'y rentrer, et que vous pensez qu'on peut arriver à l'intérêt, on voit que des opticiens ne tiennent pas, ne peuvent pas tenir dans ces conditions-là, mais les réseaux ont trouvé qu'on était encore trop cher. Et du coup, ils envoient à tous les particuliers, tous les adhérents, une fiche en expliquant que sur Internet, on peut trouver encore moins cher. Donc en fait, le but des réseaux, il est très simple, c'est de se débarrasser de vous. Et donc la question maintenant à vous poser, c'est est-ce que vous voulez continuer dans votre métier, est-ce que vous voulez défendre votre métier? Et je pense que la première chose à faire, c'est d'être contre les réseaux et la mise en place. Voilà. Merci. Alors, on a la chance d'avoir justement parmi nous ce soir l'association des petites mutuelles, la DPM, qui est à nos côtés depuis 2012, qui représente, je crois, 2 millions d'adhérents, et qui sont contre les réseaux de soins. Il va nous expliquer, son président va nous expliquer pourquoi. Merci, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un peu surprenant qu'un mutualiste soit parmi vous. C'est pas un grand effort non plus. Je crois que lors du dernier débat, c'était Serge Landoville, notre directeur général, qui était là. Pour ma part, je m'appelle Jean Mispin, je préside donc l'ADPM, qui est une association, mais aussi fédération de petites et moyennes mutuelles. Alors pourquoi les petites et moyennes mutuelles sont contre les réseaux de soins? Parce qu'in fine, qui c'est qui va payer cette organisation-là? C'est quand même nos adhérents.
nos adhérents, c'est aussi vos patients. Donc, lorsque nous, tout de suite, on a compris ce qui allait se passer, dans la mesure où on a fait l'analogie avec ce qui s'est passé dans la grande distribution. La grande distribution, effectivement, a mis des réseaux pour museler les organisations productrices et puis s'organiser à leur profit, effectivement, tout le circuit de vente. Lorsqu'il y a un peu de perte, on demande aux producteurs, et souvent c'est dans le secteur agricole, ça va être le paysan, dans le secteur agroalimentaire, ce sont les transformateurs, on va leur demander de faire des efforts sur le prix ou alors de payer pour continuer effectivement à organiser les marges. Les marges de qui? Les marges de ceux qui distribuent. Les réseaux de soins, ça va être pareil. La marge sera importante sur qui? Non pas les professionnels, elle sera importante sur le réseau en lui-même. Parce qu'il faut l'organiser, ce réseau. On va nous faire croire qu'il n'y a que des gens derrière les pupitres qui ne sont jamais payés alors qu'ils analysent toutes vos factures. Ça, c'est pas possible à croire. Donc, à un moment donné, cette organisation-là, elle va être totalement néfaste. C'est pour ça que nous, on s'est tout de suite mis à recouper, parce que, je vous disais tout à l'heure, vos patients, c'est nos adhérents, mais aussi la liberté de choix du praticien est quelque chose d'important dans ce pays, et l'organisation et la liberté de choix des complémentaires aussi. Au titre des petites et moyennes mutuelles, je sais aussi de quoi je parle. On a cherché depuis 4 ans à nous liquider totalement au profit des grands groupes d'assureurs. Je ne parle même pas de mutuelles à ce moment-là. Je voulais justement vous dire, évitez d'utiliser le terme mutuel. Il y a trop de connotations aujourd'hui et la mutualité, on ne connaît plus ces petits. Les petits, je parle pour nous. Donc, à un moment donné, non, ces gens-là sont des assureurs, des organisateurs de réseau, il faut aussi les appeler comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec les petites et moyennes mutuelles qui organisent aussi les solidarités. Donc on va chercher à nous liquider en segmentant la population. On a eu l'accord national interprofessionnel. Juste avant, dès 2012, il y a eu la mise en place des réseaux de soins. On a été les premiers à monter au créneau auprès des parlementaires pour empêcher, et je crois que quelque part vous y avez été aussi, et heureusement que nous avons fait front un peu commun sans le savoir. À ce moment-là, il n'y a pas d'action concertée. Mais heureusement, parce que je crois que beaucoup de professionnels ici seraient déjà dans les réseaux, c'était dans les tuyaux, et puis le projet s'est réduit uniquement aux opticiens, et puis aux yeux de prothèse, je crois que j'en oublie encore un, mais je ne sais pas. Donc voilà un peu pourquoi on s'est opposé à ça. Après, effectivement, on a vu ce qui se programmait, c'est la segmentation des populations. L'accord national interprofessionnel, avec la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. Qu'est-ce qu'elle vient de démontrer? C'est qu'on affaiblit le niveau d'intervention de l'entrepreneur, du patron, pour aider ses salariés à créer une complémentaire. Abaissant son niveau, en définitive, on abaisse le panier de soins auquel le salarié a accès. Ça ne résout rien quant à sa problématique de reste à charge, donc il prend une surcomplémentaire. Donc on va créer un 3e niveau. On n'avait déjà pas assez de 2, déjà le 2e. On pouvait en discuter, le remettre en cause, c'est-à-dire je suis prêt à remettre en cause la place des complémentaires santé que je représente si la sécurité sociale prend en charge l'intégralité du ticket modérateur. Et si la sécurité sociale aussi revalorise les tarifications. Comment dire que le dentaire aujourd'hui est excessif dans la mesure où depuis 30 ans on n'a pas revalorisé la base d'une couronne remboursée par la Sécu. Donc à un moment donné, il va falloir aussi que nous soyons responsables les uns et les autres. Je crois qu'il y a un malaise à vous entendre, je l'ai largement compris. Vous qui m'écoutez aussi, vous pensez qu'au niveau de tous ceux qui sont adhérents dans les complémentaires santé des territoires de taille humaine, il y a vraiment danger. Le socle intergénérationnel qui permettait à tout un chacun de supporter et d'accompagner la santé, la maladie tout au long de sa vie, aujourd'hui est segmenté, ce qui fait que plus on va avancer en âge, plus la cotisation sera à l'aune du niveau de prestation qu'il faudra servir à cet adhérent-là, donc qui sera, pour rien vous cacher, qui sera quand même important parce que cet adhérent sera âgé, même sur des complémentaires, parce qu'il y a aussi l'idée qui est dans les tuyaux en ce moment de mettre des complémentaires spécifiques pour les personnes âgées, pour les retraités, pour les plus de 65 ans, on ne résoudra pas la problématique de mise en adéquation du coût par rapport aux prestations qui seront servies. On ne va pas faire croire aux retraités qu'ils vont payer que 40 € par mois pour leur complémentaire santé. C'est impossible aujourd'hui. De descendre en dessous de 100 € par mois.
Quand on sait aujourd'hui que quand même la moyenne des retraites, donc il y a autant de retraités en dessous que au-dessus, la moyenne des retraites c'est plus de 100 €. S'il faut mettre 100 à 150 € par mois pour sa complémentaire santé, autant on peut dire que la moitié des Français sont pas prêts d'accéder à ni des complémentaires, mais ni aux soins. Ils ne viendront pas au pouvoir parce qu'ils vont estimer payer trop cher. Donc voilà un peu ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Effectivement, on a décidé, nous, à la DPM, de prendre cette fois le taureau par les cornes. On rentre dans une période qui est préélectorale, qui va être électorale, et nous souhaitons, et j'ai mandat pour ça, que nous ayons, pour la première fois depuis au moins 30 ans, la mise en place d'un débat sur la santé au cœur de prochaines échéances électorales. Je fais appel aussi à votre réflexion, je sais que vous n'en êtes pas là en termes de réflexion. Je pense que nous avons une occasion formidable d'initialiser le débat. Au moins ça. Après le reste, aller sur des primaires ou autres, ça c'est encore autre chose. À titre personnel, j'y réfléchis fortement. Vous le saurez bientôt d'ailleurs. Je ne veux pas faire vraiment trop bien ce soir dans cette salle. Mais il y a des choses qui seront décidées dans nos instances. Nous allons nous engager, comme nous l'avons toujours fait. On ne peut pas être toujours sur la défensive. Depuis 4 ans, on en prend plein la tête. Il y a eu les réseaux de soins, il y a eu l'ANI, il y a eu les problématiques liées à la concurrence pour gérer les bénéficiaires de l'aide complémentaire santé, et j'en passe. Et puis il y a vous qui venez effectivement aussi subir tous les contre-coups de toute cette politique-là, qui est franchement pas bonne pour l'ensemble des concitoyens. Donc à un moment donné, on ne peut pas être sur la défensive. Je crois qu'il faut embrayer sur un aspect offensif et être force de proposition et aller jusqu'au bout. Merci pour tous. Alors on avait les représentants des pharmaciens, notamment marketing, mais je crois qu'ils ont été bloqués à cause des grèves, à moins qu'il y ait quelqu'un ici des coordinations de pharmaciens. Les derniers messages que j'ai eus montrent qu'ils ont été bloqués. Donc on va passer directement aux médecins. Il me faudra ici les représentants des coordinations des Comélies 31, 33, 13. Je crois qu'ils sont là. Quelqu'un de la Comélie 13, on m'a dit, voilà. Donc il faudrait que tu peux descendre. Ensuite, on aura un point sur les négociations conventionnelles avec Valérie Briol, qui est à l'UFML et qui participe au titre du bloc des négociations conventionnelles, qui nous en touchera un mot. Je reprendrai la parole sur ce que nous proposons, nous, comme solution, et sur le mouvement à venir. Donc si on peut avoir un mot de la Comélie 31, assez rapide, et 2 minutes par personne, après. Merci Marie-Hélène. Bonjour. Le format de l'émission était un peu frustrant puisque je n'avais droit qu'à 10 minutes sans retour de parole à partager avec Touraine, qui est une bête politique et donc qui m'a piqué la parole pendant à peu près 7 minutes. Mais bon, on a essayé au moins de ne pas faire des honneurs à toutes les professions qui sont ici regroupées, mais ça a été difficile de pouvoir dire les choses parce qu'on était sur une musique préétablie qu'elle avait enregistrée, qu'elle voulait dire, mais bon, j'ai essayé de la contrer un petit peu. Pour parler d'abord des coordinations, pour ce qui est de la coordination 31, la Comélie 31, coordination des médecins libres indépendants de la Haute-Garonne, que je représente avec le docteur Vives, Annelise, je ne sais pas si elle est là ou pas, ou si elle a été connaissée aussi. On est environ 250 médecins, généralistes et spécialistes inscrits à la Comélie. On a été assez actifs l'an dernier aux côtés de l'UFML notamment pour essayer le but était d'essayer de faire connaître la problématique et puis d'essayer de regrouper les forces pour le fameux mouvement du mois de novembre. Le but ultime était quand même de tenter de bloquer le passage de cette loi dont on imaginait toutes les conséquences qu'elle va avoir et qu'elle a déjà. Donc c'était surtout le but, c'était de regrouper des soignants
Au départ, c'était médecin parce que c'est difficile de recruter du monde, d'avoir les adresses, email, etc. Et on est 250 à l'heure actuelle inscrits. Maintenant, on est un petit peu, effectivement, tétanisé en attente de ce qu'on pourrait inventer maintenant et créer. On est un peu dans la roue de l'UFML dont je fais partie, dont je suis sympathisante, pour essayer de voir comment on peut lutter maintenant pour ne pas accepter ce qui est passé dans ce projet, dans cette loi, et comment on peut lutter non seulement contre le tiers payant, mais contre tout le reste, c'est-à-dire les problèmes sur le secret médical, les problèmes d'installation, la suppression du clinica, tout ce qui pèse sur la médecine libérale et la médecine hospitalière aussi, et toutes les professions paramédicales associées. Voilà, donc j'essaierai de mon côté de mettre toute mon énergie possible en dehors du burn-out qui me guette pour relancer un peu les équipes et les forces vives si on peut essayer de faire poids. Effectivement, une période intéressante s'annonce, c'est une période politique riche et qui est donc fragile, où on a peut-être nous un mot à dire et faire entendre le fait qu'on ne peut pas accepter ça d'un point de vue ne serait-ce qu'éthique. Voilà. Je passe la parole à la ministre. Merci Marie-Hélène. Moi, je vais être assez court. Il faut savoir que nous, sur la Gironde, on s'est réunis le mois dernier. On était à peu près 400 avec nos amis opticiens. Et comme par hasard, ça a eu pas mal d'écho. Il faut savoir qu'avant le vote de la loi, on avait écrit à tous nos députés de Gironde, notamment ceux qui ont voté la loi. Et suite à la réunion, on a été invités à venir échanger. Donc moi, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que cette union des professionnels de santé là, qui a lieu, qui va s'amplifier ce soir, c'est quelque chose qui intéresse les politiques. Ils ont besoin des voix, ils savent que nous sommes des groupes d'influence, ils ont besoin de nos voix. Donc à nous de nous unir, de nous parler, de définir des objectifs communs et de peser dans le débat de la primaire qui se profile, notamment en novembre, en poursuivant le projet notamment de l'UFML. Voilà. Bruno Roux. Donc, je m'appelle Bruno Roux, je suis médecin généraliste d'un petit village près d'Aix-en-Provence. Nous, on a un gros problème, je ne sais pas s'il y a des Marseillais ici, mais c'est qu'à Marseille, il reste les Bouches-du-Rhône. Donc, les médecins marseillais, c'est les plus nombreux sur le département, et on a énormément de mal pour les mobiliser, parce que, comme la plupart du temps, ils s'en foutent. La dernière réunion qu'il y a eu à la Timone avec, comment il s'appelle, le président du Conseil national de l'ordre, je n'ai même oublié son nom, oui. On était sur 5000, un peu plus de 5000 praticiens dans les Bouches-du-Rhône, on était 120, et il y avait 4 médecins marseillais. Donc c'est vrai que sur le reste, après, du département, on a quand même pas mal de difficultés à faire bouger les lignes. Avec Florence, on va essayer de lancer des cotes avec Florence Zemmour. C'est pas gagné d'avance non plus, mais enfin on va quand même tâcher. Et avec une chirurgienne plasticienne qui s'appelle Nathalie Pachmelec, on est en train de faire notre deuxième numéro d'une gazette de la comédie, toute bête, en essayant de récupérer le maximum d'adresses. Sur le premier numéro, on a déjà eu à peu près 35% de lecture, qui semble à peu près pas trop mal. Mais on a encore beaucoup de boulot à faire, et puis pour vous donner à peu près un nombre d'idées, moi sur la basse vallée de l'Arc, donc il y a 4 villages, je suis le seul sur une vingtaine à peu près à essayer de faire quelque chose. Je me suis fait traiter d'hystérique, d'excité, et que j'étais même tristonné que j'entretenais le burn-out des confrères. Donc c'est toujours très agréable. Bon, ça ne m'empêche pas quand même de continuer, parce que je pense qu'il faut effectivement se bouger. Et comme l'avait dit Alexandre Jardin l'année dernière, au mois de juin, si on ne fait rien nous, il n'y a personne qui fera rien pour nous, hein, ça c'est clair.
Donc, pour l'histoire de faire avec les politiques, nous on s'est invité à une réunion des Républicaines au mois de novembre dernier. On était 4. On leur a un peu mis le souk. Ça leur a fait un peu du bien. Mais bon, c'est vrai que s'il faut arriver un peu à être plus percutant et puis à essayer de voir avec ces gens-là et les déranger le plus possible en fait. Voilà. Je crois qu'il ne faut surtout pas être désespéré. Ce qui fait que les médecins se mobilisent peu par endroit, souvent c'est d'ailleurs ça, c'est la désespérance. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. Donc ils ne bougent pas. Alors on nous dit tout le temps, c'est la méthode habituelle, ils ont le nez dans les bidons, c'est pas vrai. Ils sont aquabonistes, comme disait Gainsbourg. Ils n'en peuvent plus, ils sont désespérés, et ils se disent ah quoi bon, il me reste 4 ans, 3 ans à tirer, j'attends. C'est ça, finalement. Le seul problème, c'est que si le système actuel perdure et s'il se met en place totalement, ils n'auront pas non plus de retraite. Donc il va falloir qu'ils comprennent que la mobilisation doit se faire des étudiants, des externes, juste pour retraiter tout le monde. Les négociations conventionnelles pour les médecins se passent actuellement, donc avec la FNF, la CSNF, le bloc MG France et le SNL. Juste avant que Valérie Pérois qui participe nous en dise un mot, dites-vous que le principal n'est pas discuté dans ces négociations, et qu'en ce sens, ça ne sert à rien. Tu peux te connecter. Tout notre drame est dû à deux choses. La gouvernance et le financement. Et ça, c'est pas discuté en négociation conventionnelle. On a retiré l'organisation du soin aux médecins. On a retiré aux médecins l'avis sur le financement de la sécurité sociale. Et on paye ça. Et on nous amuse dans les négociations conventionnelles qui discutent d'1 ou 2 euros de plus, du rôle des médecins dans telle ou telle partie de la profession, et on s'en fout. On est en train de crever et on crève de la gouvernance et du financement. Valérie. Merci, c'est vrai que c'est une belle réunion et c'est un beau challenge d'avoir invité toutes les catégories de santé parce qu'on est tous concernés, tous impliqués. Grâce à l'UFML, on a pu pénétrer dans les milieux, on dit un peu décideurs. Donc grâce à l'UFML, on a créé certaines coordinations. Je représente la coordination 75. J'ai pu intégrer le syndicat du bloc, dont Philippe Cuc est le président et présent ici. J'ai pu, donc comme ils sont assez ouverts, nous permettre d'assister aux négociations conventionnelles. Et c'est très instructif. J'étais censée être plutôt observatrice, mais je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. Et finalement, le sentiment, c'est que ça se passe toujours sur le même mode. Je suppose que pour les autres professions, kinés, etc., c'est la même chose, la même litanie. C'est-à-dire que vous avez la Caisse nationale d'assurance maladie qui vous impose les dates et les thèmes de réunion. Vous êtes noyé par plein de réunions, plein de commissions, etc. La veille, vous recevez en fin d'après-midi le diaporama de ce que la CNAM a décidé de dire et de publier. Ça me fait l'effet d'un joli symposium où on vous présente un raisonnement au bout duquel il n'y a qu'une seule solution possible, c'est le produit qu'on veut vous vendre. Et là, le produit qu'on veut vous vendre, c'est clairement je ne réévalue pas l'exercice médical, je préfère que la médecine libérale s'étouffe. Donc là, on nous explique clairement que les médecins n'ont pas arrêté d'augmenter leurs honoraires, qu'ils n'ont pas arrêté d'améliorer toutes leurs conditions de travail, grâce au CAS, grâce à plein de forfaits qui sont inutiles et qui finalement, on a trouvé que la suradministration du soin finalement ralentissait la qualité du soin. Et même l'histoire des ROSP, les forfaits à la performance qui ont été créés depuis quelques années,
2007 en France, 2004 en Angleterre. Il y a une étude récente qui est sortie le 17 mai dans le Lancet qui explique que malgré les 8 milliards injectés pour la fabrication des ROSP, cela ne permettait pas d'améliorer la qualité du soin. En revanche, cela permet d'alimenter et de justifier toute la suradministration reliée à ces ROSP. Donc, au total, si on veut parler de la médecine en général, les peu de revalorisations qui sont évoquées ne concernent jamais déjà les médecins qui exercent en secteur 2, hors du contrat d'accès aux soins, parce qu'ils estiment que, comme nos amis les dentistes, les opticiens, on abuse des tarifs puisque les tarifs opposables ne permettent pas de réaliser vos actes dans les conditions où elles permettent des soins. J'ai rien fait sur Skype. Et du coup, pour arriver à la fin de ce secteur 2, on ne revalorise rien. Et comme de façon très habile, que monsieur le directeur des mutuelles, des petites et moyennes mutuelles expliquait, l'arrivée de l'AMI et des contrats responsables plafonne les remboursements. Donc le fait de diminuer les remboursements et de laisser très bas les tarifs opposables augmente significativement les restes à charge pour les patients. Donc on aboutit à un déremboursement, un abandon de la prise en charge de la sécurité sociale au profit des mutuelles, mais pas les mutuelles humaines et solidaires, en revanche les grosses machines mutualistes et pour fabriquer des réseaux. Ça c'est une couche qui est très inquiétante et on a nos amis dentistes et opticiens qui ont fait l'épreuve là et ça va nous arriver dessus. Mais il y a quelque chose d'autre dont on parle un peu moins et qui est aussi super dramatique, ce sont les GHT. Et ça, c'est une grosse machine joyeuse qui va tout centraliser et la mise en place est déjà organisée. Donc on va tout centraliser par des territoires hospitaliers qui vont faire la pluie et le beau temps, décider qui peut soigner quoi et autres. Et là, c'est vraiment mathématiquement, ça va être très difficile de continuer à faire de la médecine qu'on aime, enfin la médecine humaine, la médecine de dialogue et d'écoute de soins. L'objectif étant d'orienter tout le monde, on écrase le secteur 2, et on oriente tout le monde vers des maisons de santé, des centres de santé suradministrés qui doivent bénéficier de subventions et qui à terme n'ont pas d'avenir. Donc je repasse la parole à Jérôme qui a